Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment pourquoi 4 decks en une seule vidéo. Alors tous ceux qui veulent aller très vite aux présentations deck, je comprends à 1000%, il y a des timecodes, vous cliquez directement et vous voyez là le premier deck, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi 4 decks? Tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, ils le savent, ils l'ont vu passer je pense. J'ai fait un sondage pour savoir en fait quel deck vous préféreriez que je présente parmi 4 propositions de deck qui, moi, me paraissaient intéressants. Et moi, je suis naïf. Non, sincèrement, je suis naïf. Et je pensais qu'elle allait avoir, je sais pas, 8, 9, 10 personnes comme d'habitude. Et là, il y a eu 80 réponses. Alors, c'est pas un truc de fou, c'est pas la France entière, mais moi, je m'attendais pas à 80. Du coup, je me suis dit, ben, je dois un peu répondre aux attentes de tout le monde. Et je devais présenter 4 idées de deck. Et je fais un petit peu la nuance sur 4 idées et pas 4 présentations de deck, parce que si je passais tout mon temps à faire 4 decks en profondeur, la vidéo elle ferait 1h30. Et vous l'avez vu, la vidéo ne fait pas 1h30. Donc, je précise bien, ce sont des idées de deck. Je ne vais pas présenter le deck de A à Z. Enfin, si en quelque sorte je vais présenter le leader, la base, les 50 cartes, mais à tout moment vous pouvez changer tout ce qui vous semble pas intéressant, ou des cartes que vous n'avez pas, enfin, tout ça, vous êtes libre de changer tout ce que vous voulez, évidemment, enfin, ce sont juste des idées dans la mécanique, voilà. Aussi, on m'a précisé en commentaire, justement, qu'on aimerait voir de plus en plus de decks budget. Alors, oui et non. Je précise tout de suite. J'ai trouvé ça intéressant, dans ces présentations de decks, de mettre ni Vador, ni Boba. Vador et Boba en unité, hein. Je précise parce que sinon, je présente quand même un deck avec Vador, et en tant que leader. Donc, je ne vais pas présenter des decks budget, c'est-à-dire qu'il va y avoir des légendaires, il va y avoir des rares, mais c'est pas les plus rares en termes de budget. Enfin, voilà, c'est des rares qui sont accessibles à l'achat, pas comme le Vador, pas comme le Boba, mais voilà. Je referai des présentations de decks budget comme j'ai pu le faire avec le deck Palpa, mais là c'est pas le cas. Après, si vous pouvez changer, si vous avez des cartes de substitution pour certaines légendaires, je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a des gens à chaque fois en commentaire qui font des suggestions de tout ça. Il faut s'en nourrir, entre guillemets. Il faut aller piocher un petit peu à droite à gauche quelles sont les bonnes idées. Elles viennent pas que de moi, justement, c'est une chaîne YouTube, donc il y a des gens en commentaire, franchement, c'est ça qui fait la force aussi. C'est super cool de partager avec tout le monde. Donc voilà. Avec Cédric, dans tous les jeux, on a toujours été comme ça, on a toujours voulu créer des decks, que ce soit pour Star Wars Shatterpoint aussi, des squads. Vous pouvez le voir dans les vidéos, on ne fait pas des choses méta. Je veux dire, mettre Vador en x3, mettre Boba en x3, c'est pas très créatif, c'est pas très inventif. N'importe qui peut le faire. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est très fort, c'est super cool. Mais il n'y a pas besoin d'aller cliquer sur une chaîne YouTube pour savoir que c'est fort. Enfin, là, ce que moi je peux apporter, c'est un peu d'inventivité pour des gens qui n'aiment pas trop se creuser la tête en termes de deck building. Et ben voilà, cette vidéo, elle est faite pour vous. Il y a des petites idées, vous pouvez les modifier à votre guise. Mais voilà, pas de Vador x3, pas de Boba x3, il n'y a pas besoin de moi. Et dans la même idée, je vais expliciter. J'avais en tête, et j'ai toujours en tête, et peut-être que ce sera le sujet d'une vidéo, peut-être pas, je sais pas, je verrai, de faire un deck Tarkin double vert, comme je le présente dans cette vidéo, mais full impérial. Mais alors, voilà, dans la même idée que je viens de dire précédemment, il me semblait plus intéressant de faire un throne impérial, parce que c'est peut-être moins évident, parce que dans l'accès aux cartes jaunes, on a moins d'impérial, il y a plus de pègres, de chasseurs de primes, etc. En revanche, Tarkin, voilà, suffit qu'on ait lu la carte, qu'on connaisse les faits et qu'on s'intéresse un petit peu au jeu, il n'y a pas besoin de moi pour créer un Tarkin impérial. C'est pareil, là, voilà, je présente Throne, Vador et Tarkin, on peut très bien faire du full impérial avec les trois. Donc j'ai voulu créer une petite diversité, et celui qui me semble être le plus intéressant et qui sort un petit peu des sentiers battus, c'est plutôt le Throne impérial. Vador, voilà, je le fais plus en force, euh, et Tarkin en véhicule, alors que pourtant ça semble plus évident de le faire en impérial. Voilà, c'est dans cette idée-là, de se dire ce qui est trop évident, c'est pas pour nous sur cette chaîne, voilà, on va essayer de creuser des petites choses plus subtiles. C'est tout. Donc c'est parti pour le deck Throne. Donc ce deck Throne jaune. Donc on va s'intéresser 2 secondes à Throne en tant que leader, donc qu'il soit déployé ou non. Quand la phase d'action débute, on regarde la carte du dessus du deck de chaque joueur, donc qu'on soit qu'à deux ou à plusieurs, hein, voilà. Généralement je vais prendre l'exemple de 1 contre 1, donc
soi-même et son adversaire en face, ça ira plus vite, mais vous comprenez que ça marche aussi quand on est à plusieurs. Donc on connaît la future carte qu'on piochera normalement, sauf s'il y a des effets qui changent ça, et la carte que l'adversaire piochera effectivement aussi, sauf s'il y a des changements. Donc à quoi ça sert de faire ça? Pourquoi on le fait à chaque début de phase? Eh bien, pourquoi? Parce que s'il n'est pas déployé, ce round, vous pouvez payer une ressource et l'incliner, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser qu'une fois par phase, puisque vous l'inclinez, vous révélez la carte du dessus ou de votre deck, ou du deck de votre adversaire, et il y a un coût à cette carte en ressources, vous pouvez incliner une carte dont le coût en ressources est égal ou inférieur à celle que vous avez révélée, donc au-dessus de votre deck ou au-dessus de votre adversaire. Ça marche aussi quand il est déployé, mais ça, il n'y a pas besoin de payer une ressource, c'est en attaque, donc on peut même dire avant l'attaque, puisque en attaque ça s'effectue avant qu'il y ait des dégâts infligés, donc c'est pareil, vous révélez une carte ou au-dessus de votre deck ou sur la carte au-dessus du deck de votre adversaire, et puis voilà, vous pouvez incliner une unité dont le coût est égal ou inférieur en ressources. Voilà, donc ce round très intéressant pourquoi? Parce qu'il a il a cet attrait impérial, qui est intéressant, on va le voir, il y aura des petites mécaniques par rapport à ça, hein, je fais pas ça au hasard, et on va choisir, pour l'instant sur ce set 1, parce que je ne connais pas encore les bases du set 2, pour l'instant on va se contenter d'une base à 30 points de vie, parce que l'effet avec la base à 25 points de vie n'est pas très intéressant sur un deck comme celui-ci, donc on va préférer avoir beaucoup de points de vie pour se préserver. Donc on présente tout de suite les cartes qui n'ont pas ce mot-clé impérial. Donc on a Bib Fortuna et Jabba. Donc je l'avais déjà présenté dans la vidéo sur le Boba double jaune, donc on était déjà sur de la double affinité méchante, donc voilà la mécanique, le but c'est vraiment de jouer des événements astuces, de jouer des événements pour moins cher, en fait le but c'est vraiment d'économiser de la ressource et de blinder de contrôle, et on l'a vu avec Throne juste avant en tant que leader, on a vraiment moyen et possibilité de contrôler à souhait. Ensuite, l'astropilote du cartel. Pareil, je l'avais présenté, puisqu'on est sur du full jaune, on va profiter de cette condition qui est, si vous contrôlez une autre unité jaune, ben, ça va être le cas, sauf à part quelques exceptions, juste infamie, où on est que sur du noir, mais sinon on a quasiment que du jaune. Si on contrôle une autorité jaune quand on le joue, l'astropilote du cartel, on peut incliner une unité ennemie qui coûte 4 ou moins. Franchement, c'est un effet super fort. Ça reste une unité spatiale qui coûte que 2 ressources et qui a un body de 2-3. Et en plus de cet effet, franchement, c'est trop fort. Ensuite, le Fire Spray de Fête. Bon, ben, on n'a pas Boba ni Django Fett. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va sortir dans le set 2 ou plus tard, mais il va sortir effectivement puisqu'il est mentionné. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais ce Fire Spray, ben, pour 6, c'est une 5-6 qui est très fort, donc on n'a pas le une fois joué. Mais en action, que ce soit incliné ou non, on peut payer 2 ressources et incliner une unité non unique. Franchement, ça donne accès à pouvoir dépenser de la ressource pour faire des actions comme ça et contrôler. C'est clairement dans l'ADN de ce deck. Et en dernière unité que je suggère, qui n'est pas impériale, il y a le garde gamoréen. Alors pour 4, il a un body de 4-4, franchement c'est très fort, et c'est surtout que les 4 points de vie, ça va bloquer tout un grand nombre d'unités quand même qui ont que 3 en attaque ou moins, et en fait il va vraiment résister à une attaque, il va vraiment bloquer l'adversaire. Sa condition pour qu'il ait sentinelle, c'est que vous contrôliez une autre unité jaune, ça va de pair avec cet astropilote du cartel, c'est-à-dire que ça arrive quasiment tout le temps, mais je propose en fait une petite alternative, une carte de substitution à ça. Si vous préférez vraiment être sur du full impérial, on va mettre plutôt le garde du bloc de détention qui aura sentinelle quoi qu'il se passe, même si vous n'avez aucune autre unité. En revanche, pour 3, c'est une 3-3. Alors on va voir que ça peut matcher avec une autre carte qu'on présentera après, mais en revanche, moi je vais quand même préférer le garde gamoréen parce que il arrive avec une 4-4, et bien souvent, franchement, à l'avoir joué, on a quasiment tout le temps de sentinelle, et ça vient bloquer plus d'unités que le garde du bloc de détention, mais après, voilà. Je pense que ça peut être très bien aussi d'essayer le garde du bloc de détention. Il y a peut-être des gens pour qui le gameplay plus agressif, ça va plus convenir. Moi, je sais que quand je joue ce type de deck, je suis plus à temporiser, à essayer de gagner du temps, de jouer le plus de cartes possible pour jouer entre guillemets le late game, même si c'est clairement pas un deck late game, on peut se faire booster par du Palpatine, etc. Mais bref, c'est plus mon style de jeu, tout le monde n'a pas mon style de jeu. Ensuite, une autre unité que j'ai pas présentée, qui n'est pas impériale, mais qui va totalement avec l'idée de jouer des événements, parce que c'est quand même un deck qui comporte un grand nombre d'événements. Donc en fait c'est ce Bosque que j'ai mis en deux exemplaires, vous pouvez le voir, c'est juste en dessous, un petit 2.
Donc Boss, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il a pour 5, c'est une 4-5 avec embuscade, sympa. Mais surtout, quand vous jouez un événement, quel qu'il soit, que ce soit rusé en double jaune ou jaune infamie, enfin jaune. Quand on joue un événement, on peut infliger 2 dégâts à une unité. Et ça, franchement, c'est super fort, ça va permettre de contrôler des petites unités, d'infliger des dégâts tout simplement. Enfin, c'est plus que fort. Donc, évidemment, on s'embête à faire du double jaune, et ben c'est pour bénéficier quand même de ce rusé sans pénalité, puisque rusé et double jaune, ben voilà, pour 4 rusés, c'est ultra fort, franchement, ça offre des possibilités de fou. Enfin, selon moi, comme carte légendaire événement double affinité, donc rusée, agressivité, vigilance et commandement, rusée pour moi c'est la plus forte parce qu'elle permet limite de laver un board dans le sens où vous pouvez incliner jusqu'à 2 unités et en renvoyer une dans la main. Vous pouvez gérer 3 unités, enfin, vous pouvez donner plus 4 aussi pour une phase pour faire de très lourds dégâts. Puis discard, ça franchement, je pense qu'on le dit pas assez, mais dans ce jeu, discard c'est ultra fort. Fait. Très vite, on arrive dans des parties où on n'a plus beaucoup de cartes en main, et discard ça peut vraiment être plus que décisif. Ensuite, on a hors rusé que, si vous voyez bien, en dessous du titre de la carte, que des événements astuces. Donc je n'avais pas le choix, attaque furtive, tirer en premier, guet-apens et astéroïde sanctuaire. Ces cartes, ces événements astuces se combinent littéralement avec Jabba le Hutt qu'on a vu précédemment. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo avec Boba, donc je ne vais pas y revenir. Si vous voulez voir, je l'explique très bien dans la vidéo sur Boba. Mais voilà, ça match totalement. Je vous laisse sinon faire pause sur la carte Jabba pour lire en détail ce que ça fait, mais ça se combine très bien. Donc, je n'avais pas le choix, c'est du contrôle. Ça coûte cher, effectivement, mais c'est du pur contrôle, ça va être très fort. Attaque furtive, ça va permettre d'accélérer sur un moment crucial. Franchement, c'est plus que fort. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à jouer cette carte, mais je pense qu'il faut la mettre dans ce deck et essayer, se retrouver dans des situations où on se dit « Ah mais ok, mais en fait, ça change tout ». Franchement, faut la jouer attaque furtive, c'est super fort. Shot first, donc tirer en premier, pareil, ça peut permettre de clear une unité sans prendre de dégâts en retour. C'est extrêmement fort. Guet-apens, c'est sûr que ça match mieux sur un deck Boba dans le sens où on fait sortir du jeu une unité, donc ça permet de reprendre des ressources, etc. Mais quand même dans un deck Throne, je le mets en 2 exemplaires parce que ça peut permettre de. Voilà, c'est une unité qui a été blindée d'amélioration, hop, on la fait revenir dans la carte, dans la main de l'adversaire, pardon. Astéroïde sanctuaire, ça coûte que 2 ressources et astuces, donc avec Java on peut payer que pour 1. Vous inclinez une unité ennemie, quelle qu'elle soit, même un leader, il n'y a pas de condition sur ça, et vous donnez un jeton bouclier à une unité ennemie qui coûte 3 ou moins, il y a moyen de faire des grandes choses avec ça, c'est trop fort. Et la dernière carte, qui match avec tous ces événements, et qui est impériale, en jaune, c'est l'agent du BSI. Franchement, j'adore cette carte parce que voilà, ça permet vraiment, en tout début de game, vous en posez un, ou limite vous en posez 2, voilà, euh, voilà, parce que ça coûte que 1. Si vous avez un événement en main, vous le montrez. Ça match aussi avec Jabba dans le sens où Jabba on révèle une carte de notre main, donc tant pis, quitte à l'avoir révélée, on peut la remontrer avec l'agent du BSI. Enfin, donc on le joue, il a 1-3, donc il a quand même 3 points de vie pour résister. Il permet voilà, d'aller mettre des petits dégâts à la base. Enfin, c'est une unité qui est posée, c'est toujours bien. Ça permet de temporiser, jouer une petite action, etc. Et on ping ce petit dégât. On peut péter des shields, voilà, tout simplement, avec le 1 dégât. Et on peut venir éliminer des unités qui ont déjà été blessées, qui ont déjà été endommagées, pardon, ou qui n'ont qu'un point de vie. Franchement, c'est. Sur le papier, on se dit que c'est pas très fort, et dès qu'on la joue, on se rend compte que, ben, en fait, ça débloque plein de situations. Enfin, l'agent du BSI, reste comme t'es. Et maintenant, les cartes impériales. Donc voilà, depuis le début, c'est quand même censé être du Throne jaune impérial, j'en ai pas présenté beaucoup, et ben voilà, on y arrive. La Droid Sonde Viper. Une fois joué, on regarde la main de l'adversaire. Ça va totalement dans l'ADN de Throne, dans le sens où on connaît la carte qui va piocher, donc on peut calculer les cartes. Ben là, au moins, on met tout à plat, on dit ok, je vois ta main, je sais ce que tu peux jouer. Ça coûte 2, c'est-à-dire qu'on peut clairement la jouer premier tour. 3 d'attaque, c'est-à-dire que l'adversaire va devoir venir faire un trade pour vous l'éliminer, parce que elle a que 2 de vie, mais elle tape du 3, donc vous allez taper la base tout le temps. Franchement, c'est super fort ce Droid Sonde. Le défendeur de 7ème flotte. Pareil, c'est impérial, vous jouez, c'est shieldé, donc vous êtes protégé de toutes ces unités qui embuscadent ou qui ont des effets une fois joués pour mettre des dégâts. C'est très bien, donc ça peut être blindé.
Chimaera ou Chimaera, franchement je sais même pas comment ça se prononce, donc l'unité spatiale qui coûte 8. Donc pareil, protégé, ça va totalement dans l'idée, encore une fois, de Throne, c'est-à-dire vous nommez une carte, et un adversaire défausse une carte qui porte ce nom, c'est-à-dire que vous, si vous avez vu que l'adversaire allait piocher, je sais pas, Ezra par exemple, pour rester fluff avec Throne, vous savez que prochain tour il pioche un Ezra parce que vous l'avez vu en début de phase, vous jouez Chimaera, Chimaera, que sais-je, vous dites Ezra Bridger, hop, il a Ezra Bridger, il se défausse cette carte. Voilà, c'est pas fait par hasard tout ça. Et franchement, c'est trop fort. Bodirook. Bodirook, double affinité jaune, je pouvais pas ne pas le mettre. C'est pour l'instant du set 1 la seule carte qui a à la fois impérial et à la fois rebelle. Et donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est impérial. Donc 3, un body de 3-3, respectable. C'est pas incroyable, mais respectable. Et en effet, franchement, encore une fois, je l'ai dit qu'avec Rusé, c'était très fort de discard, mais là, une fois joué, vous regardez la main de l'adversaire, comme la droïde sonde, parfait, et vous défaussez une carte non-unité. Et ben voilà, tout ce qui est amélioration, événement, donc tout ce qui va pouvoir vous gêner avec du contrôle, hop, vous défaussez, et vous savez que l'adversaire, il va pas vous surprendre. Déjà, vous voyez sa main, donc vous savez qu'il va pas vous surprendre, mais vous défaussez ce qui vous gêne en termes d'événements. Donc s'il a que des unités, c'est bien, blinde ton board, mais en tout cas, tu vas pas me surprendre avec des événements. Tu vas pas pouvoir me contrôler. Le TIE Advanced. Alors le TIE Advanced, limite, c'est un petit peu la pièce maîtresse de ce deck Throne impérial. Alors vous avez vu, dans ce deck Throne impérial, il n'y a pas énormément d'unités impériales, j'ai pas blindé d'impérial. Mais si je peux le qualifier de Throne impérial, c'est parce que Throne, il est très fort parce qu'il contrôle, surtout en attaque une fois qu'il est déployé, mais surtout Throne a 9 points de vie. 9 points de vie, c'est énorme. Enfin, franchement, c'est abusé. Et donc, quand vous jouez le TIE Advanced, si vous l'avez en main, vous le gardez jusqu'à déployer Throne, vous jouez le TIE Advanced et vous mettez 2 jetons expérience sur Throne. Throne, ça devient une 5-11. Comment on tombe une 5-11? Quand il attaque, il peut incliner l'unité. Donc si vous prenez l'initiative, vous pouvez direct attaquer la base, mettre 5 et contrôler l'unité qui pourrait vous gêner. C'est une menace et de fou furieux. En fait, franchement, Throne TIE Advanced, c'est... Je dis pas que vous gagnez la partie, mais pas loin quoi. Et moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu ce setup du TIE Advance que je garde pour jouer sur Throne, c'est plus que fort, je prends un avantage considérable. Ensuite, je l'ai mis avec l'impérial, mais c'est juste en carte en plus à la fin, c'est le réflexe instantané, le snapshot réflexe. Donc une fois joué, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée. C'est franchement très fort, surtout avec des petites unités comme le défendeur de la 7ème flotte qui est protégé, enfin, des cartes où on va pouvoir surprendre l'adversaire. Mais sinon, voilà, je suggère une carte de substitution qui, elle, est impériale. C'est le lieutenant Snowtrooper qui coûte que 2, et donc qui dit qu'une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité, point. Si c'est une unité impériale, elle a plus 2 en attaque. Donc là où le snapshot réflexe est intéressant, c'est que c'est une amélioration, c'est-à-dire que le plus 1 va rester si jamais l'unité survit. Donc ça peut être plus destiné à attaquer la base pour qu'on vienne nous chercher, qu'on vienne nous trade. Et il y a le plus 1 point de vie, le plus 1 point de vie voilà, le plus 1 point de vie, 1 plus 1 en santé, le plus 1 plus 1 en fait. Et donc, mais dans les deux cas, là où ça se ressemble, c'est qu'on joue une carte et qu'on attaque tout de suite. Il y a ce boost, il y a cette vitesse de jeu. Donc voilà pourquoi je dis que ça peut être substitution dans ce sens-là. Voilà pour le deck Throne. Maintenant, on passe au deck Vador double rouge affinité. Alors si c'était peut-être un petit truc qui vous a pas plu sur le Throne impérial, celui-ci, le Vador, c'est peut-être celui qui va le plus faire réagir dans le sens où, c'est sûr, c'est pas le deck force par définition, je pense, parce qu'il manque encore trop de cartes qui matchent en une seule affinité, rouge et infamie, sur un premier set. Mais je pense que ça pourrait se développer sur les prochains sets et on pourrait le renforcer, le développer ce deck. Donc en fait, Vador Force. Si je présente Vador en tant que leader, donc c'est clairement le ping quand il n'est pas déployé, c'est pour payer une ressource, vous inclinez, mettez un dégât à la base, un dégât à unité, si vous avez joué une carte infamie à cette phase, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire en première action, donc il faut d'abord jouer une carte infamie. Et je choisis par contre dans ce deck double rouge de mettre Tarkin Town avec 25 points de vie et l'action épique qui dit infliger 3 dégâts à unité non leader endommagée, tout simplement parce que ça match totalement avec le ping de Vador où on va juste blesser, et avec le Tarkin Town on peut aller finir. Donc en fait, le Vador rouge de l'affinité, c'est on gagne avant l'adversaire, quoi. C'est une course à la victoire. L'autre tout à l'heure avec Throne, j'ai dit qu'on pouvait un petit peu temporiser, que ça allait dans ce style de jeu. Vador,
30 points de vie si il vous reste 5 points de vie à la fin. Enfin, je veux dire, si vous aviez une base à 30 et que vous étiez à 25 dégâts et qu'il vous restait que 5 points de vie, vous n'êtes pas en situation de gagner, je pense, sauf très rare condition. Mais voilà, le but c'est vraiment de plier la game. C'est un petit peu l'idée, c'est l'essence de cette affinité rouge à agression. Donc, je vais présenter d'abord les unités spatiales que l'on compte au nombre de 9. Donc, le raider impitoyable, franchement, trop fort. 6 ressources, 4-6. Une fois joué, 2 dégâts à une unité et 2 dégâts à la base. Quand c'est éliminé, c'est pareil. C'est très propre. L'intercepteur impérial, qui a un coût de 4, pour un body de 3-2, donc ça correspond pas trop. Ça, le body est pas fou. Mais cette action, une fois jouée, bah, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité spatiale. Et tout à l'heure, sur le Dex Round, quand je présentais le défendeur de la 7ème flotte, et ben voilà, le défendeur de la 7ème flotte counter littéralement l'intercepteur impérial, dans le sens où les 3 dégâts, ben, ça passe dans le shield. Mais en tout cas, cet intercepteur impérial a un effet qui est très souvent très bien rentabilisé, parce qu'à 3 dégâts, on élimine bon nombre d'unités spatiales, et si jamais on ne peut pas, il reste toujours l'effet de la base pour terminer. Il y a aussi le chasseur Teyeux en 3 exemplaires, ben, pour 1, 2, 1, très offensif. C'est très ADN agressivité. Ça marche totalement. Ensuite, les unités terrestres qui n'ont aucun lien avec la force. Donc, on va retrouver en 2 exemplaires chacun. C'est le Bentic de Tube et l'insurgé partisan. Pourquoi? Parce que elles vont effectivement bénéficier de cette exclusivité team full rouge, avec des effets si jamais une unité amie est rouge, etc. Très bien, mais en revanche, elles ne sont pas impériales et on va quand même un petit peu bénéficier de ce bonus impérial, notamment avec Général Wirth, que vous voyez, 3 exemplaires pour le coup, parce que le bonus +1/+1 à chaque unité impériale, c'est bien trop fort. Donc on va voir l'amiral Ozel, qui a un effet qui est très fort déjà, pour 2 ressources et une 2-3, c'est-à-dire qu'elle est plutôt destinée à pouvoir résister à des petites attaques, des petites unités tour 1, et surtout, voilà, si vous prenez l'initiative, vous êtes le premier à jouer, je vais expliquer pourquoi après, et il y a un effet d'action qui est très intéressant. Alors, vous jouez une unité impériale, donc voilà pourquoi on va prioriser les unités impériales, de votre main, en payant son coût, logiquement, elle entre en jeu redressée, et ça va être très fort. Mais il y a une contrepartie qui est chaque adversaire peut redresser une unité. C'est pour ça que je dis, si vous avez l'initiative et que c'est en tant que première action, ben, l'adversaire il peut redresser les unités s'il veut, ben, toutes ces unités sont déjà redressées. Donc vous bénéficiez à 100% de cet effet, c'est-à-dire que vous jouez une unité avec un coût plus important et avec un effet plus fort que celui de Amiral Ozel, donc vous le sacrifiez en tant qu'incliné, lui, mais il reste toujours là sur le board, hein, il faudra l'éliminer au prochain tour, c'est à l'adversaire de venir faire un trade. Et surtout, voilà, vous pouvez jouer une unité impériale. Pour peu que vous ayez Général Wirth, cette unité impériale a un bonus de +1/+1. Bref, il y a plein de combos sympas à faire. Et le Snowtrooper que j'avais présenté sur la vidéo avec Palpa, donc vert-rouge, là pour le coup, ça va très bien fonctionner avec Vador, étant donné que Vador va pinguer à 1 dégât une unité adverse, et bien Snowtrooper, très bien, tant qu'elle attaque une unité endommagée, ça va être le cas souvent avec Vador, elle gagne +2, +0, et gagne débordement, donc vous infligez des dégâts en excédent à la base. Franchement, ça va de pair avec le pouvoir de Vador. Ensuite, les événements rouges qui n'ont aucun lien avec la force, parce que du coup il va y avoir des unités force, il va y avoir aussi des événements force, ou même des améliorations aussi. Donc, ouvrir le feu, infliger 4 dégâts à une unité, simple et basique, 3 exemplaires, le but c'est d'infliger des dégâts. Sinon on a bombardement. Bombardement on choisit une arène, donc ou terrestre ou spatiale, et on inflige 3 dégâts à chaque unité dans cette arène. Très intéressant dans le cas où vous n'avez pas d'unité, vous, dans cette arène, ou alors on va voir peut-être avec un 5e frère ou une unité qui va pouvoir bénéficier du fait de subir des dégâts. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et agressivité, donc, pour le coup, ça va être la seule carte double affinité rouge. Peut-être qu'il y a des gens en commentaire qui risquent de me dire, bah, on ne bénéficie pas assez de ce double rouge, en fait. C'est vrai. Si jamais il y avait un 2e set, ben on aurait plus de cartes double rouge, et ça arrivera, et avec un 3e set, etc. Et de plus en plus, on va densifier un deck comme celui-ci. Mais en tout cas, l'effet d'agressivité, c'est
très puissant, parce que c'est deux actions. Une, éliminer jusqu'à deux améliorations, il ne faut pas le sous-estimer, parce qu'on peut enlever les boucliers, ou une unité qui est endommagée, et qui a une amélioration qui lui donne un fort nombre de points de vie, ben, vous l'enlevez, et si les points de vie ne correspondent plus, ben, hop, et elle peut être éliminée. Donc on peut aussi redresser une unité de puissance 3 ou moins, enfin, très très puissant. Et le piocher une carte aussi, qui, quand on n'a pas trop de possibilités, ça mange pas de pain, mais bon, ça fait son petit travail. Hein, piocher une carte, des fois, ça offre une possibilité en plus, c'est tout. Voilà, c'est double action. Voilà. Souvent, ça m'arrivait d'infliger 4 dégâts à unité et de piocher une carte. Et ben, alors, ça ressemble à faire ouvrir le feu, mais derrière, ben, on n'a plus pioché une carte et avoir une autre possibilité derrière. Maintenant, les unités, ben, en fait, qui sont pas si nombreuses que ça. Hein, unité force. Donc la septième sœur, si elle inflige des dégâts à la base de l'adversaire, on peut infliger 3 dégâts à une unité terrestre contrôlée par cet adversaire. C'est ultra puissant, étant donné qu'elle a saboteur, ben, vous allez tout le temps attaquer la base. Franchement, je vois très peu de situations où on n'irait pas attaquer la base, honnêtement. Palpatine, c'est son effet une fois joué qui est ultra puissant. Ben, on inflige 6 dégâts à répartir comme vous voulez entre les unités ennemies. Ben, ça permet de péter des shields ou de finir une certaine unité. 6-6 pour 8 ressources, c'est pas les meilleures stats, mais il y a le débordement qui est très intéressant pour finir des petites unités et taper la base. Ça va vraiment de pair avec Vador, pour le coup, encore une fois. Et le cinquième frère, donc comme j'ai parlé précédemment, cette unité gagne raid 1 pour chaque dégât sur elle. Donc ça augmente pas sa puissance, c'est-à-dire qu'avec agressivité, vous pouvez la redresser même si elle a plusieurs dégâts. Et si avec bombardement, vous lui mettez 3 dégâts, ben, elle peut taper déjà à 5, puisqu'elle gagne raid 3. Et en attaque, voilà, vous pouvez infliger un dégât à cette unité pour justement, avant l'attaque, bénéficier de raid 1, et un dégât à une unité terrestre. C'est très très fort, pour le coup. Et donc, à ne pas oublier que notre leader, effectivement, est force. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir quand même parler d'un deck force, entre guillemets, et baser quand même une partie de ce deck autour de la force, parce que quand on sort notre leader, on peut miser certaines cartes qui ont un bonus en fonction d'une unité force. Ben, parce que voilà, on le déploie quand on veut, il est redressé, et hop, on peut agir en fonction. Donc ces événements, ou ces améliorations. Donc il y a le sabre laser de Vador. Je dis force, mais bon, je, je vulgarise dans le sens, voilà, c'est qui va avec Vador. Donc c'est un petit peu comme ouvrir le feu. On met 4 dégâts à unité terrestre. Bon, c'est que terrestre, ça peut être spatial. Mais on met 4 dégâts pour seulement 2 ressources. Et en plus, on augmente les stats de Vador. Enfin bref, c'est très fort sur Vador. Et forcément, vous allez pouvoir le jouer. C'est puisque vous avez Vador en tant que leader, encore une fois. Donc ensuite, en tant qu'amélioration, il y a le sabre laser déchu. Déjà, pour 3 ressources, c'est une 3-3. C'est très puissant, premièrement. Et ensuite, si c'est contrôlé par une unité force, en attaque, on peut infliger un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défenseur. Et ça, c'est surpuissant pour les decks qui vont flood, ou les decks rebelles, etc. Où ça va tout simplement matcher pour pouvoir terminer avec Vador, s'il n'est pas déployé pour le coup, pour pouvoir ping et finir. Ça match aussi avec le Snowtrooper qu'on a vu précédemment. Enfin, savoir laser déchu, si vous pouvez le jouer, et encore plus sur la septième sœur par exemple, quand vous allez taper la base, vous allez en même temps taper les unités. Ça fait vraiment des combos très 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 sympas. Ensuite, les 3 événements que j'ai mis au nombre de 2, et c'est parce que il y a quand même la condition d'avoir une unité force pour avoir le bonus et en fait pour en tirer un réel intérêt. Donc, étranglement de force, quand même pour 2 ressources, c'est très puissant, mais si vous ne contrôlez l'unité force, cet événement coûte 1 de moins. Donc pour une seule ressource, vous infligez 5 dégâts à une unité non véhicule. Le contrôleur de cette unité pioche une carte. Attention, il faut quand même le rappeler, il faut être fair play. Si on triche et que. Bon, évidemment, on joue pas à la place de l'autre, mais à rappeler que l'adversaire doit piocher une carte. Hein. Projection de force. Mais pour le coup, là, c'est un événement. On a beaucoup parlé avec Cédric et avec notre groupe, notre bande de potes avec qui on joue. Alors, c'est très fort, mais il y a quand même cette condition d'avoir une unité force, mais quand on l'a, ça reste très puissant parce qu'on fait défausser une carte de sa main. Et ça, comme je l'ai dit avec le Dextron, très puissant comme effet. Puis ensuite, la valeur, le coût en ressources de cette carte, on peut infliger des dégâts à une unité. Ok. Alors forcément, un adversaire risque de se défausser d'une petite carte pour infliger des petits dégâts, mais voilà, on défausse une carte et on a un double effet dans le même temps pouvoir infliger des dégâts.
Ça peut être sympa pour péter des shields dans le cas où c'est des petites une unité avec laquelle on ferait un 2 grand max 3 dégâts. Ça dépend, c'est très situationnel après, hein, je peux pas en parler comme ça avant d'avoir vu la situation. Et pour terminer, éclair de force. Donc on choisit une unité, elle perd toutes ses capacités pour cette phase. Déjà, l'effet, franchement, il y a plein de situations où ça peut tout changer rien que ça. Et en plus, si on a une unité force, on paye n'importe quel nombre de ressources en plus de ce 1 pour jouer éclair de force, et on affiche 2 dégâts à l'unité choisie pour chaque ressource ainsi payée. C'est-à-dire que cet éclair de force, si on paye le 1 et ensuite on paye 2 ressources en plus, on fait l'équivalent d'un ouvrir le feu. On fait 4 dégâts. Mais en plus, voilà, on peut faire perdre des capacités. Moi, je trouve que c'est très puissant dans le sens où on a beaucoup de possibilités. On peut le jouer que pour que pour faire perdre les capacités, que pour enlever une sentinelle ou faire perdre l'effet d'un leader ou n'importe quoi, n'importe quelle unité, n'importe quelle grosse unité, un Han Solo, Mace Windu, ou que sais-je, bref, ou un restauré, des choses comme ça. C'est restauration, pardon. C'est très fort. Le premier effet et le deuxième peut permettre vraiment d'infliger des gros dégâts, mettre la pression, même quand on n'a pas beaucoup de ressources, et justement, si on en a beaucoup aussi. C'est là que c'est intéressant. Imaginons on n'a que cette carte et on a beaucoup de ressources, ben bam, allez, je fais péter une grosse unité et je fais pas un tour à blanc. Ça c'est important. Donc c'est tout pour ce deck Vador Force. Et donc à présent, ce fameux deck Tarkin où j'avais à la base l'idée de faire du full impérial. Alors ne vous inquiétez pas, j'aurais pas conservé Tarkin en tant que leader s'il n'y avait pas quand même une grande partie d'impérial, mais c'est pas la mécanique principale du deck. Parce que il y a une mécanique véhicule, mais parmi les véhicules, en fait, il y a de l'impérial. C'est tout. Donc on va se concentrer déjà principalement sur l'effet de Tarkin, pourquoi je dis ça, hein. Donc s'il n'est pas déployé, je l'incline, je paye une ressource et je donne un jeton expérience, donc plus un, à une unité impériale. Ok, donc forcément, si on n'a pas du tout d'unité impériale, ça n'a aucun sens de prendre Tarkin en tant que leader. Déployé. Tarkin, il a que 2 en attaque, mais en tout cas 7 en points de vie, sachant qu'on déploie 5 ressources, 7 points de vie, ça veut dire que généralement il survit au moins un tour. Et il y a moyen de donner plusieurs jetons expérience. Donc en attaque, quand il attaque, on peut donner un jeton expérience à une autre unité impériale. Là aussi, ça peut être intéressant de blinder une unité. Attention aux événements comme Guet-apens où on fait retourner dans la main, parce que les jetons expérience ne reviennent pas dans la main, du coup. Mais ces jetons expérience, moi ça m'arrivait souvent de blinder des TIE que je joue en première action, premier tour pour une ressource, et je blinde d'expérience, et j'ai un TIE qui tape à 5, 6, 7. C'est déjà arrivé plusieurs fois et l'adversaire il n'arrive pas à le contrôler. Donc voilà, c'est très important de l'utiliser chaque tour, parce que on crée une vraie menace. Et des fois c'est compliqué, si l'adversaire n'a pas la main nécessaire, n'a pas le contrôle, n'a pas la bonne sortie, bah, de le gérer. Même avec un TIE. C'est ça qui est important. Chose aussi à noter, c'est que le petit trick sympa avec Tarkin, c'est le tour où on va le déployer, c'est avant de le déployer, je paye une ressource pour donner un jeton expérience à une unité, ça peut être le TIE, et quand je le déploie et que je rattaque ensuite, je redonne un jeton expérience, c'est-à-dire qu'en une action, je t'ai donné 2 jetons expérience pour une ressource finalement en fait, puisqu'il y a eu la double action. Je choisis une base à 30 et je choisis pas la fameuse base à 25 qui donne embuscade à une unité qui coûte 6 ou moins, parce que quand même Tarkin, on va encore une fois jouer sur un peu du late game, donc les 5 points de vie vont être plus que nécessaires, vous allez voir, mais on peut se rattraper, on va pouvoir soigner, donc il y a toute une... c'est totalement assumé, il y a toute une logique par rapport à ça, de vouloir 5 points de vie en plus, c'est précieux. Donc, pourquoi du full vert? Bah déjà, en fait, on a une unité qui n'est pas infamie, qui n'est pas noire, mais qui est impériale. Donc il va matcher avec le pouvoir de Tarkin. Donc il dit que c'est le colonel Yularen. Quand vous jouez une unité verte, y compris celle-ci, soignez un dégât de votre base. Franchement, des fois, on pose, et quand on sait qu'on est full vert et qu'on a que du vert, l'adversaire n'a qu'une envie, c'est d'aller le trade et d'aller le finir. Et donc franchement, ça va ralentir. C'est comme s'il avait Sentinelle, ce Yularen, l'adversaire, il se sent obligé d'aller le terminer. C'est sûr, sinon vous soignez beaucoup trop. Donc très sympa pour un body de 2-3, et encore une fois, avec Tarkin, on peut le blinder de jetons expérience.
Donc pour l'adversaire, pas trop d'intérêt à le laisser trop longtemps sur le board. Bon, commandement, c'est très très fort. On va souvent en début de game, dès qu'on a 4 ressources, mettre cet événement en jeu en tant que ressource. Ça va être notre équivalent de ravitaillement. Bah là, ça coûte qu'une ressource en plus, mais surtout voilà, derrière, on a plusieurs possibilités. Donner 2 jetons expérience à une unité. Bah, si on blinde un Yularen ou si on blinde un TIE, comme j'ai déjà fait, bah, ça, on crée des monstres. Ou une unité amie infliger des dégâts égaux à sa puissance et une unité ennemie non unique. Ça permet de gérer, tout simplement, de gérer le board de contrôle par le biais des dégâts infligés, en fait, tout simplement. On peut éliminer des petites unités au tout début, ou renvoyer dans votre main une unité de votre défausse, ça peut être très fort, quand c'est des petites unités comme un colonel Ularen qui peut avoir un très gros impact, de le renvoyer dans la main pour se resoigner à nouveau et recréer une menace, etc. Commandement, 4 très bonnes options. Franchement, moi je vais quand même ruser en top, mais commandement c'est juste en dessous, et je trouve que vigilance et agressivité sont quand même un peu en dessous de commandement et rusé. Ça reste mon avis. Et attaque de type delta, j'ai quand même hésité à le mettre en 3 exemplaires, mais ça reste quand même fort dans le sens où avec un deck Tarkin, vu qu'on joue late game, des fois on a plusieurs unités, mais ça peut arriver que on puisse pas en profiter à 100%, dans le sens où on va pas avoir tout le temps 3 unités, on pourra pas faire le 3-3, le 2-2 et le 1-1, mais ça reste très fort et c'est game changer pour le coup. Quand on sort attaque type delta et que c'est dans la situation parfaite, c'est synonyme de victoire. Pas loin. Ensuite, des unités impériales. Je peux voir, il y en a une que je ne monte pas tout de suite. Terrestres, qui sont pas véhicules pour le coup. Donc on a Tarkin en tant qu'unité. Donc une fois joué, cherchez jusqu'à 2 cartes impériales parmi les 5 du dessus de votre deck, donc ça va être un peu un moteur de pioche. Mais en tout cas, il coûte 4 ressources et c'est une 2-3. On ne joue pas pour son body, on joue vraiment pour son effet de pioche. Ensuite, le technicien de super laser. Bah, là, pour le coup, c'est indispensable pour se faire de la ressource en plus. Du coup, on va pas jouer ravitaillement dans ce deck, et avec technicien de super laser et commandement, on a de quoi faire de la ressource en plus. Et donc c'est très fort. En plus, il y a Imperial, ça match avec Tarkin, même s'il y a peu de situations où on joue l'effet de Tarkin sur le technicien de super laser. Et notre troisième, qui est très forte, c'est l'amiral Piet, qui est impérial encore une fois, qu'on va pouvoir blinder avec l'effet Tarkin, pour la faire venir en une 2-5 ou une 3-6, etc. Très vite, en fait, vu qu'elle a 4 points de vie natifs, très vite, ça va devenir une unité assez costaud et dur à venir chercher. Elle a pour effet, chaque unité non leader ami qui coûte 6 ou plus gagne embuscade. Bah, ça tombe bien puisqu'on a beaucoup de véhicules dans ce deck qu'on va montrer juste après, mais qui ont un coût supérieur à 6 et on va pouvoir bénéficier d'embuscades, et encore plus que ça, il va y avoir des petits combos où on va pouvoir se soigner, faire des choses vraiment sympas, ou raser un board. Vous allez voir, c'est très fort. Amiral Piet, c'est une pièce maîtresse de ce deck. Donc, les unités véhicules, mais cette fois-ci spatiales. Donc, elles sont au nombre de 11. Donc, on a 3 chasseurs TIE, comme j'ai dit avec Tarkin. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai déjà tout dit au moment où c'était Tarkin. Voilà, c'est une 2-1 pour 1, impérial. Blindon de jetons expérience. Le V-Wing en patrouille. Alors, ça reste, pour le coup, ça c'est vraiment mon avis. Je trouve que cette carte, alors c'est une 1-1, c'est nul. Non mais c'est vraiment c'est nul, pour 2 on crée aucune menace, c'est même pas impérial, on va pas pouvoir matcher avec Tarkin, mais une fois joué je pioche une carte, en fait on cycle son deck, et en début c'est une unité qu'on peut jouer premier tour. Moi je préfère jouer ça, avoir une carte en plus à piocher, et m'offrir la possibilité, et déballer mon jeu ensuite, plutôt que rien faire et voilà faire des tours à blanc où ça peut pas être, où on fait rien en fait, où on prend un désavantage dès le début. Moi je trouve que voilà, c'est pas l'unité du siècle sur le board, mais l'effet, c'est. En fait, moi je pleure quand j'ai pas de carte en main. Donc là, ça contrecarre cet effet. Le Destroyer Stellaire Gladiator. Un coût de 6 en ressources, sympathique, ça va pouvoir marcher avec l'amiral Piet. Donc une fois joué, je donne sentinelle à une unité pour cette phase, ça peut être dans l'arène spatiale, mais ça peut être aussi dans l'arène terrestre. Et donc c'est une 5-6, et donc si on a embuscade, on va pouvoir quand même chercher une unité spatiale aérienne qui a 5 points de vie. Il n'y en a pas 10 000 non plus, hein, ou c'est une très grosse unité comme un Dévastateur et un Relentless, ou alors les unités spatiales, elles ont pas 10 000 points de vie non plus. Et donc voilà, quand même 6 points de vie en retour, donc pour le coup c'est costaud, quoi. C'est un tank, ça va rester là, ça va rester et ça va faire bloc.
c'est très très fort. Je trouve que c'est une unité qui a, voilà, avec Piet, on donne sentinelle, on met embuscade, en plus on choisit la sentinelle, franchement c'est très puissant. Quand on la joue vraiment, quand on est concret dans le jeu, on se rend compte de la puissance de cette carte avec Piet. Et même sans Piet, c'est quand même très sympa. Ensuite, j'ai décidé, c'est quand même quelque chose que je fais souvent. Je sais que Cédric, il n'est pas d'accord avec moi, par exemple, rien que ça. Mais de manière générale, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, les unités trop chères, donc qu'elles soient spatiales ou pas, comme le Relentless et le Devastator, quand c'est un trop gros coût en ressources et que c'est unique, je les mets rarement en 2 ou 3 exemplaires et je les mets souvent en un seul exemplaire, en fait. Ça reste mon choix. On va voir qu'il y a quelque chose qui permet de me donner raison après. Hein, il y a un événement qui permet de contrebalancer ça. Donc le Relentless, c'est très bien, ça counter tous les full control, tous les decks bleus, par exemple, les decks Hidden Versio, full control, voilà, des conjuganités, hop, on enlève, hop, c'est du contrôle, hop, c'est du contrôle. Le Relentless dit le premier événement joué par chaque adversaire à chaque round perd toutes ses capacités. Et ben pour le coup, c'est anti-contrôle, c'est trop fort, c'est une 8-8. Si Amiral Piet, hop, c'est embuscade, on va chercher une unité. Il y a là 8 points de vie, donc ça va, on est à l'abri. On est à l'abri de mourir tout de suite. Le Dévastator, pour le coup, si on lui donne embuscade, lui, il a sentinelle, donc il faudra le chercher aussi. Il a débordement avec 10 points, avec 10 d'attaque. Il suffit qu'on tue un TIE en face, on met 9 à la base derrière. Enfin, avec Amiral Piet, c'est dingue. Et une fois joué, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de ressources que vous contrôlez. Bon, souvent, c'est proche de 10, sauf s'il y a un effet avec une autre carte. Hein. Je peux prendre l'exemple de attaque furtive si on a un deck jaune, avec le Devastator. Mais voilà, souvent c'est proche de 10, on inflige, on tue une unité adverse en fait, à moins que l'autre il y en ait un dévastateur en face, mais voilà, on rase une unité. Maintenant, les unités terrestres, véhicules. Donc à regarder les 3 premières qui ont un coût supérieur à 6, donc ils vont totalement matcher avec le pouvoir d'Amiral Piet qui va pouvoir donner embuscade. Donc le marcheur en renfort. Alors moi j'ai joué contre, j'avais pas saisi vraiment la totale puissance de cette carte, et je me suis rendu compte que c'était sympa, surtout avec l'Amiral Piet, dans le sens où voilà, marcheur en renfort c'est une 6-9, vraiment c'est 9 points de vie, ça c'est très fort. Les 6 dégâts c'est fort aussi, les 9 points de vie c'est vraiment résistant, quoi. Faut aller le chercher. Une fois joué, et en attaque, on regarde la carte du dessus de notre deck, et soit on pioche la carte, parce que ça va, on est à l'abri, on a encore quelques points de vie, on peut encore résister, ou alors on peut défausser cette carte et soigner 3 dégâts de notre base. Mais si avec Amiral Piet, on attaque tout de suite grâce à embuscade, on le fait 2 fois cet effet. Donc si on est au bord du gouffre et que notre base, vraiment, on est proche de la défaite, et ben une fois joué, on fait l'effet, on soigne de 3, on attaque tout de suite grâce à embuscade, on soigne de 3. On s'est soigné de 6 en une action. Enfin, moi je sais qu'en face j'ai subi ça, j'ai fait ah ok, le mec il vient de se soigner de 6 en face, et en plus il a un marcheur en renfort, qui est une 6-9. Je veux dire, c'est une menace conséquente, selon moi. Ensuite, le TBTT d'assaut Blizzard. Alors lui, pour le coup, avec embuscade, c'est lui qui va permettre de raser, entre guillemets, un board terrestre. Mais quand cette unité attaque et élimine une unité, donc avec embuscade, elle peut attaquer tout de suite, sachant qu'elle a 9 d'attaque. Elle a en fait l'équivalent de débordement, mais pas sur la base, sur une autre unité. C'est-à-dire, vous pouvez infliger les dégâts en excès de cette attaque à une unité terrestre ennemie. Donc voilà, on peut, avec 9 dégâts, je pense, éliminer une unité, et si c'est une unité qui n'avait pas beaucoup de points de vie, l'excédent de dégâts, ça va sur une autre unité terrestre. Et ben voilà, on peut, avec une attaque avec embuscade, on le déploie, c'est une 9-9, on peut éliminer 2 unités, et derrière, c'est une 9-9. Même si elle a pris des dégâts et que c'est plus de 9 points de vie, il y a toujours 9 en attaque. L'adversaire, il va forcément devoir la gérer. C'est une menace de fou. Et TRTT, pour le coup, il a débordement nativement. Donc avec l'Amiral Piet, je fais embuscade débordement. Les dégâts en excédent vont sur la base. Très fort. L'esquive d'escorte. Alors pour le coup, elle coûte pas 6 ou plus, donc elle coûte que 4. Mais cette unité gagne des embuscades, si vous contrôlez une unité amie verte. Ben forcément, on est sur un Tarkin full vert, donc on aura souvent une autre unité amie verte, et donc elle a embuscade sur 4-4. Ça peut aller chercher des petites unités, surtout si l'unité qu'on va chercher en face a moins de 4 de dégâts, ben, l'esquive d'escorte survit, et franchement, ça fait une menace en plus.
c'est très surprenant. Moi, je trouve que cette carte est sous-cotée. Au tout début, je me disais, ouais, c'est pas très très intéressant. Bah, finalement, ça l'est totalement. Le TLTT frontalier, bah, pareil, cette unité gagne embuscade tant que vous contrôlez une autre unité véhicule. Bah, pour le coup, on est sur un Tarkin vert full véhicule, et ben ça va souvent proc l'embuscade avec suffit qu'on ait juste un petit véhicule. Par exemple, celui à 2, le V-Wing où on pioche, bah juste il permet de faire proc le TLTT, et en tout début de game, ça peut être super sympa, franchement, pour 4 ressources TLTT, embuscade c'est une 3-5, pour le coup 5 points de vie en début de game, ça permet de résister à bon nombre d'attaques, 3 dégâts, ça permet d'aller chercher des petites unités qui peuvent être gênantes, franchement, pareil, en termes pratiques, c'est fort. Sur le papier, on se dit c'est pas si fou que ça, jouez-le, c'est fort, vraiment. Donc maintenant, pourquoi ce full vert véhicule et pourquoi ça peut être si fort et pourquoi on va jamais en manque de cartes. Il y a la Légion de l'Empereur qui va permettre de piocher les cartes qu'on a renvoyées dans votre main. Chaque unité de votre défausse élimine à cette phase, pardon. Donc on va pouvoir avoir des cartes en main. Ça n'a aucun rapport avec véhicule. Mais Blaster lourd riveté a attaché une unité véhicule en attaque. Si cette unité n'attaque pas une base, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur. Avec toutes les cartes qu'on a vues qui ont débordement ou un effet très proche de celui-ci, comme avec le TBTT juste avant, ben ça va être ultra fort parce qu'on va pas cibler la base, mais en fait on va pouvoir vraiment raser le board et c'est très fort. Et même sur les petites unités qu'on vient de voir avant, sur le TLTT et l'esquive d'escorte, et l'esquive d'escorte, pardon, le blaster lourd riveté, il va super bien matcher, pour 2 il donne des très bonnes stats de 2, et surtout voilà, son effet de 2 dégâts à une autre unité est ultra fort. On peut le mettre aussi sur la partie spatiale. Et évidemment, préparation décollage. Pour 2, cherchez jusqu'à 2 unités véhicules parmi les 8 quarts du dessus de votre deck. Véhicule, ça peut être terrestre comme spatial. Franchement, pour le coup, on a quasiment que du véhicule. Je veux dire, à chaque fois qu'on va jouer préparation décollage, on va piocher 2 cartes. On choisit, enfin voilà, on a le choix. Je trouve qu'on réduit le facteur chance avec une carte comme celle-ci, surtout quand on est sur du full véhicule, parce que moi ça m'est arrivé, vous savez que j'apprécie beaucoup cette carte préparation décollage, ça m'est arrivé de la jouer dans des decks où il n'y a pas beaucoup de véhicules, en fait on pioche les cartes, mais on n'a pas trop le choix. Quand on est sur du full véhicule, en fait on est là, on prend 8 cartes, on se dit sur les 8, il y en a sûrement 5 ou 6, ok, face à la situation que j'ai en face, je vais pouvoir prendre ci, ça, etc. C'est très puissant, et là on le prend à plein potentiel. Ce deck Sabine rouge rebelle, il est un petit peu différent des decks Sabine que vous avez pu voir, ou vert ou jaune, où c'est aggro mais par d'autres manières. Là c'est vraiment full rebelle, et on va voir de quelle manière, même si j'ai rien inventé encore une fois. Hein. Donc Sabine. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense que ça reste des persos les plus joués quand même de ce set, l'action, quand elle n'est pas déployée, ça coûte pas de ressources. Donc c'est juste on incline, et on inflige un dégât à chaque base, évidemment la sienne aussi. Donc c'est un petit peu la course à qui, qui finira la base en premier, même si encore une fois c'est le but du jeu. Mais voilà, on va choisir une base à 30 points de vie pour éviter d'être piégé par notre propre jeu. Donc Sabine, c'est le seul personnage de ce premier set qui se déploie quand on a 4 ressources. Elle a des stats de 2, 5, et en attaque, elle peut infliger un dégât à chaque base ennemie. Voilà. Enfin, elle inflige un dégât à chaque base ennemie, je sais pas pourquoi je dis peu, il n'y a pas écrit elle peut. C'est 2, 5 en stats, donc c'est peu de dégâts d'attaque. 5 points de vie, c'est raisonnable, et on va voir que, étant donné qu'elle a le mot-clé rebelle, eh ben, on va pouvoir un petit peu boost ces stats-là, et c'est ça qui va être intéressant. Donc, les unités véhicules spatiales dans ce deck sont au nombre de 10. On a 3 A-Wing qui sont des 1-3 avec Red 2, donc c'est-à-dire qu'en attaque, on considère que ce sont des 3-3, mais en défense, ben, ce sont des 1-3. Le X-Wing de l'Alliance qui est pour 2, une 2-3. Voilà. Le chef d'escadrille, pour le coup, une fois joué, de donner 2 jetons expérience à une autre unité rebelle amie, ben ça va être très sympa sur Sabine rebelle, puisqu'on va en faire d'une 2-5 une 4-7. Ça donne des stats plus respectables. Le chef d'escadrille pour 3 ressources, donc c'est vraiment son effet une fois joué qui est intéressant, parce que pour 3 ressources c'est une 2-1. Autant dire que c'est une petite croquette là, avec un point de vie, ça se fait péter par un effet de Vador par exemple. Et le Raid 3 que j'ai mis en 2 exemplaires seulement, même si c'est très fort. Donc c'est une carte qui a Raid 1 pour 2-3 de stats, mais chaque autre unité héroïsme gagne Raid 1, et vous allez voir
on va essayer de remarquer le nombre de cartes héroïsme dans ce deck et aussi le nombre de cartes rebelles dans ce deck. Là, vous voyez par exemple, dans ces unités spatiales, il n'y a que du héroïsme, que du rebelle. Et on passe tout de suite justement à la première partie, aux petites unités terrestres, c'est-à-dire les unités terrestres peu chères, parce que c'est en deux parties, il y a beaucoup d'unités terrestres dans ce deck, qui elles aussi sont toutes héroïsme et ont toutes le mot-clé rebelle. À commencer par Sabine Wren, c'est-à-dire l'unité mais pas leader, quoi. Donc c'est une 2-3 et en attaque vous pouvez infliger un dégât à un au défenseur pardon, ou à une base. Donc ça correspond un petit peu au pouvoir de Sabine Leader. Alors le dégât au défenseur ça peut être très fort sur les unités qui ont des shields. Par exemple un Big Fortuna voilà, qui a son petit protégé, bah, hop on pète le shield et on tape 2 derrière, puisque encore une fois en attaque ça se produit avant l'attaque, avant d'infliger des dégâts. Le lieutenant de flotte, bah, pour 3 c'est une 3-3, c'est respectueux, et une fois joué, bah, c'est l'équivalent du lieutenant Snowtrooper, c'est-à-dire voilà, on peut attaquer avec unité. Si c'est une unité rebelle, sachant que comme j'ai dit, il n'y a que du rebelle, on va vraiment créer une vraie synergie dans ce deck. Ça a plus 2, plus 0 pour cette attaque, donc ça peut être très fort sur Sabine ou n'importe quelle autre unité. L'Arpenteur rebelle, très fort parce que pour 2, c'est une 2-3 qui a saboteur. Franchement, c'est une très bonne unité, je trouve qu'elle est sous-cotée cette unité. Tout le monde ne l'avait pas dans ses decks, mais franchement, très puissant, étant donné qu'avec Rebelle, avec Chef d'Escadrille, on va pouvoir en faire une 4-5 par exemple, avec saboteur, c'est très puissant, pour le coup. Le soldat des forces spéciales pour 1, c'est une 2-2. Bah, franchement, premier tour, on a 2 des soldats comme ça, hop, on se fait un board sympathique avec 2 unités en 2-2, et une fois joué, une unité perd sentinelle pour cette phase. Franchement, ça peut être très fort en fin de game, c'est-à-dire que c'est une petite carte à une ressource qui permet de faire perdre sentinelle, qui peut vraiment changer une situation de fin de game où voilà, il y a une sentinelle qui bloque toute la fin de game où on aurait pu attaquer la base et terminer. Bah là, pour le coup, le soldat des forces spéciales, il fait le job. Et les combattants de la liberté, franchement, cette unité me rend dingue. Je sais que Cédric, il la joue beaucoup. Moi aussi, je l'ai joué dans pas mal de decks, mais je change plus de decks que Cédric, et lui, il a un deck où il la joue tout le temps. C'est insupportable déjà, c'est pour 3 ressources et une 3-4, un body très très sympa. Saboteur, donc un mot-clé très fort, et un effet qui nécessite de faire un deck full rouge, qui est le cas de Sabine Rouge, même si on a quelques cartes qui sont que héroïsme. Quand vous jouez une autre carte rouge, vous pouvez infliger un dégât à une base. Donc une carte, c'est pas forcément une unité, ça peut être une amélioration, tout comme un événement. Franchement, le combattant de la liberté, c'est trop trop fort. Et dès qu'on stack 1, 2 ou 3 combattants de la liberté, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est ingérable. La suite des unités terrestres, mais qui ont un coût en ressources plus élevé. Donc l'incontournable K2SO pour 4, c'est une 4-4 qui a débordement, donc qui peut permettre de gérer le board tout en infligeant de dégâts à la base, c'est surpuissant. Et un effet une fois éliminé où on va vraiment se satisfaire du fait que K2SO peut gérer le board, profiter de débordement, et quand il sacrifie, inflige 3 dégâts à la base, ou des fois c'est une carte de sa main, encore une fois, un effet qui est très fort. Le général d'Oduna, qui donne les autres unités rebelles amis ont +1/+1. Encore une fois, vous pouvez voir que là, il n'y a que des unités rebelles, même s'il n'y a pas que des héroïsmes, à l'exception de So Guerrera, qui est double rouge et qui n'a pas héroïsme. Donc là, j'ai Général Doduna dans ce deck-là, il est exploité à 100% de ses capacités, pour le coup, et il est très fort, étant donné que il a 4 points de vie, et franchement, il faut aller le chercher. Son Némésis Virse est très fort parce qu'on le sort plus tôt parce qu'il coûte que 3 ressources, mais il n'a que 3 points de vie et peut se faire éliminer par des plus petites unités. Donc So Guerrera, pour 4 ressources, c'est 5 en attaque, c'est très aggro, et 4 points de vie. Chaque adversaire doit infliger 2 dégâts à sa base en tant que coup supplémentaire pour jouer un événement. Franchement, c'est très fort contre les decks full control, étant donné que, ok, ils vont le contrôler, vos unités, mais ils vont se mettre 2 dégâts à leur base à chaque fois qu'ils vont jouer un événement. C'est ultra ultra fort, ça encore aussi, une fois. Je sais que c'est pas très très joué, So Guerrera, mais quand vous le jouez et que vous voyez comment l'adversaire se fait des nœuds au cerveau pour se débloquer, se dépêtrer d'une situation, parce que c'est très fort, c'est vraiment, ça met la pression cet effet. Ezeb, que j'ai mis en un seul exemplaire,
5 ressources, c'est une 5-5. Bon, c'est rebelle héroïsme, pour le coup, ça va matcher avec tous les effets, vous allez voir. Et quand cette unité termine une attaque, donc il faut qu'il survive à l'attaque, si le défenseur est éliminé, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. C'est plutôt fort, mais on va dire que ça manque d'embuscade, des choses comme ça. Je pense qu'avec certaines cartes du set 2, Zeb il prendra plus gros impact dans le jeu et il va permettre d'être plus joué parce que pour l'instant, je sais qu'il est un petit peu mis de côté. Donc, les événements dans ce deck Sabine Rouge, donc depuis le début j'insiste sur full héroïsme, full rebelle, et bien on joue pour une cause dans laquelle je crois. Donc forcément, à l'exception de quelques cartes dont agressivité, cri de ralliement, capitulation forcée et Soguerera, ben sinon on n'a que des cartes héroïsme, donc pour une cause dans laquelle je crois, qu'est-ce que ça dit? Révélez les 4 cartes du dessus de votre deck, pour chaque carte héroïsme, ainsi révélée, infligez un dégât à une base ennemie. Franchement, ça permet, voilà. Si on est sur du full héroïsme, c'est quasiment le cas, on n'est pas sur du full à 100%, on joue la carte, on est quasiment sûr de mettre 4 dégâts à la base, pour 3 ressources. Franchement, ça peut être un finisher limite. Cérémonie de remise des médailles. Alors, cette carte, j'ai hésité à mettre capacité d'infiltrateur pour donner saboteur à une unité, notamment pour le mettre à Sabine par exemple. Mais par exemple, cérémonie de remise de médaille, ça coûte 0 ressources. Par exemple, si on déploie Sabine et qu'on attaque, pour 0, on lui donne un jeton d'expérience, c'est-à-dire que Sabine de 2-5, quand je dis Sabine, c'est Sabine leader, de 2-5, ça passe à une 3-6. Et franchement, on crée une menace plus importante, et on a payé 0 ressources. Et en fait, c'est surtout ça, c'est ce truc-là de l'adversaire, des fois, il va dire je prends l'initiative, ok, ben moi je déploie Sabine, je mets les dégâts, je joue cérémonie de remise de médaille, pour peu que j'ai attaqué avec une autre unité rebelle, parce que cérémonie de remise de médaille dit donner un jeton d'expérience à un maximum de 3 unités rebelles qui ont attaqué à cette phase, donc on n'a qu'un seul jeton d'expérience, mais jusqu'à 3 unités, pour peu qu'on donne à une autre unité, franchement, c'est ultra fort, et en fait c'est que ça coûte 0 ressources, c'est vraiment le but c'est d'économiser nos ressources et de rentabiliser ce type d'action. Je prends l'exemple de notre petit rebelle à 2-3 avec saboteur. Pour peu qu'il ait attaqué, qu'il ait survécu à cette phase, hop, on lui donne 0, ça devient une 3-4, saboteur, c'est menaçant, l'adversaire va devoir le trade. C'est obligé. Enfin, franchement, ça met la pression, ce genre d'événement, pour 0 ressources. Et agressivité. Donc je l'ai expliqué avec Vador, c'est très fort, là pour le coup ça va vraiment permettre de... on va pas jouer le late game plus comme Vador dans le sens où Vador on doit le sortir tour 7. Là pour le coup, agressivité on le sort, on va essayer de redresser l'unité pour foutre la pression, et on va infliger 4 dégâts pour garder l'avantage du board. Cri de ralliement. Chaque unité ennemie gagne raid 2. Ben là pour le coup, si on a une ou deux unités avec Sabine le tour où on la déploie et qu'on joue ça, Sabine elle a raid 2 donc elle va taper, déjà elle tape à 2, elle met un dégât à la base, avec raid 2 en plus elle va taper à 5 à la base, pour peu que derrière on remette une cérémonie de remise de médaille, on met très vite la pression, et là pour le coup ça force l'adversaire à se dire ok je suis obligé de gérer le board, et ben, des fois il va pouvoir gérer le board mais derrière ben, il a pris un retard et voilà, on prend l'avantage sur ça. Très fort cri de ralliement, même si quand même assez situationnel dans le sens où on n'a pas tout le temps beaucoup d'unités et on bénéficie pas tout le temps de 100% de ce raid 2, voilà. Souvent on se fait gérer l'unité. À voir, comme je dis, on peut modifier, on peut en mettre que 2 de ces cris de ralliement, mais c'est très fort quand ça sort. En tout cas, c'est très game changer. Et le dernier événement, capitulation forcée. Là pour le coup ça match totalement avec Sabine dans le sens où voilà, on pioche 2 cartes. Premier effet, sympa, pour 6 ressources, même si c'est un peu cher. Chaque adversaire dont vous avez endommagé la base à cette phase défausse 2 cartes de sa main. Mais pour le coup avec Sabine, si elle n'est pas déployée, on fait l'effet, on se met un dégât à nous, on met un dégât. Franchement, en fin de game. Donc nous il faut avoir 6 ressources. Donc forcément ça arrivera quand nous on aura 6 ressources, on ne peut pas le faire avant, voilà. La game a un petit peu duré. Pour peu que l'adversaire n'ait que 2 cartes dans sa main, c'est gagné. Franchement, une capitulation forcée bien sortie, c'est gagné. Pour peu que l'adversaire, ils sont en train de nous courir après, comme j'expliquais juste avant, et qu'il essaye de gérer notre board et qu'il n'a pas trop d'unités, et que là il attendait d'avoir des événements pour nous gérer, et qu'on sort une capitulation forcée, qu'on lui jette les 2 cartes qu'il avait dans sa main et qu'il n'a rien sur le board, et là c'est peanuts quoi. Là derrière on peut faire un cri de ralliement, si on imaginait qu'on avait 9 ressources, mais c'est là où vraiment on peut rentabiliser à fond une cérémonie de remise de médaille, des choses comme ça, parce que ben, en face, il est à poil complet. Et sur un deck aggro comme celui-ci avec Sabine Rouge, ben là,
Je dis pas que c'est voilà, je dis pas que c'est 100% de chance de gagner, mais pas loin, parce que vous vous en rendrez compte quand vous le jouerez. C'est game changer à 100% ça aussi. Et voici toutes les cartes que j'avais présentées pour ce deck Sabine Rouge. Voici aussi tous les decks que j'avais présentés sur cette vidéo 4 idées de deck. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bon jeu.